9h, deuxième partie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ce sera le débat de l'année. Celui qui pourrait, comme le mariage pour tous en son temps, fracturer la société. Le projet de loi qui prévoit notamment d'étendre la PMA pour toutes les femmes arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Que prévoit-il? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On va en parler avec nos invités ce matin. Sophie Dupéré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'association MAM en solo. Vous avez vous-même une petite fille de 3 ans qui a été conçue par PMA au Danemark. Bruno Fuchs, bonjour. Bonjour. Député Modem du Haut-Rhin et vice-président de la commission chargée d'examiner justement ce projet de loi. Il y a eu beaucoup de débats en commission, on va en parler ensemble. Albéric Dumont, bonjour, vice-président de la Manif pour tous, et Dominique de Montvalon, bonjour, éditorialiste. Alors le coup d'envoi sera donné aujourd'hui, il y a déjà plus de 2500 amendements qui ont été déposés, il y aura 3 semaines de débat, les députés débutent l'examen de ce projet de loi de bioéthique, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne fait pas consensus. Des hommes d'église aux hommes de science, l'Académie de médecine pas plus tard qu'hier, disent il y a peut-être quelques problèmes, il faut s'interroger. On fait le point avec Charine Hurel et on en débat. Autour de la table, 3 ministres pour défendre le projet de loi bioéthique. Cet après-midi, elles le feront à l'Assemblée nationale avec l'ouverture du débat sur la PMA. Il porte une idée simple, progressiste pour notre société. Il continue de fixer des interdits. Il continue de fixer des garde-fous. Promesse d'Emmanuel Macron, plusieurs fois repoussée, la PMA ne sera plus réservée aux couples hétérosexuels, mais toutes les femmes pourront y avoir accès. Un sujet qui crispe au sein de l'opposition. La question, c'est est-ce qu'on l'élargit à tous et toutes, sachant que ça ouvrirait la porte derrière mécaniquement la gestation pour autrui, et c'est plus ça qui me dérange. Si on accepte la PMA, est-ce qu'on tiendra longtemps contre la GPA? Quand on recule sans cesse sur des promesses politiques qui avaient été faites, quelque part, on offre un appel d'air à ceux qui sont autorisés à discriminer nos compatriotes concernés. La ministre de la Santé espère que le projet de loi sera adopté avant l'été. Pour ses opposants, le rendez-vous est déjà fixé. Le 6 octobre, une vingtaine d'associations, dont la Manif pour tous, défileront dans la capitale. Alors Bruno Fuchs, vous avez participé au débat en commission. Ce texte, c'est simple, c'est avaliser dans la loi, finalement, les enfants sans père. Est-ce que ces travaux en commission sont de nature à avoir répondu à toutes les inquiétudes qui peuvent être soulevées par ce texte-là? Alors, d'abord, c'est une partie, la plus médiatique certainement, mais c'est une toute petite partie du texte que l'on va envisager et débattre, vous l'avez dit, pendant 3 semaines. Donc, je pense que typiquement, c'est un sujet éthique, c'est un sujet de société, c'est un sujet dans lequel chacun va arbitrer, débattre et voter en son âme et conscience. On n'est pas sur un sujet qui est politique. Il y a bien sûr des tendances sur les partis politiques, parce que chaque famille a sa politique propre... au sens de l'étymologie, police, la vie de la cité. Voilà, ça donc je pense quand que même la vie de la cité. Et dans les groupes, dans chacun des groupes, vous allez voir, chacun va voter en son âme et conscience. Mais la promesse a été faite pendant la campagne. Elle avait été faite par le président Hollande également. Donc on n'est pas sur quelque chose qui arrive comme ça dans la société. C'est un débat qui est ancien. Il n'avait pas promis déjà. de le faire, Emmanuel Macron. Il avait promis d'y réfléchir et d'ouvrir le débat. Sur la PMA, non, c'est une promesse de sa campagne. Le débat est ouvert. Et effectivement, je pense que les choses sont clarifiées en commission et dans les auditions préalables, mais que chacun va avoir là un cas de conscience et juger en son âme et conscience. Et pas dans un réflexe politique. Il n'y a pas de consigne dans les 2 partis de la majorité. Il n'y a pas de consigne de vote en disant il faut la voter. Chacun va agir en fonction de ses propres conceptions. Albéric Dumont, il y a eu beaucoup de débats dans ces commissions. Beaucoup de choses ont été ajoutées pour tenter d'arriver à un texte à l'équilibre. Vous considérez qu'il est à l'équilibre aujourd'hui ou c'est la nature même de ce texte qui vous pose problème? Écoutez, ça fait, je pense, plusieurs mois qu'on en discute, y compris avec La République En Marche, avec les députés, avec certains membres du gouvernement. Aucune des interrogations que nous avons, et qui sont, je pense, légitimes, puisqu'elles sont partagées par la communauté scientifique, par la communauté religieuse, n'ont été prises en compte. Donc ces interrogations-là aujourd'hui, notamment sur la marchandisation des gamètes, sur l'absence de père, sur le pas supplémentaire vers la gestation pour autrui, ces réponses n'ont pas été apportées. Alors on nous promet un beau débat et chacun député aura sa conscience. Il faut quand même rappeler le cas de la députée La République En Marche, Agnès Thill, qui, parce qu'elle avait des positions trop fortes sur ce sujet qui allaient plutôt dans notre sens, a été exclue du parti. Donc si tout le monde a sa liberté de vote, c'est une belle chose, mais si tous les députés qui sont opposés ne font plus partie de votre groupe, on peut vraiment s'interroger sur la notion de liberté. Elle a eu quand même des paroles très choquantes qui ont beaucoup choqué à la fois les homosexuels, mais également les mamans solo. Donc là, je pense que c'était différent. On peut avoir ses idées, mais il y a des façons aussi de respecter les autres.
Et sur la marchandisation des gamètes, le texte est très clair. En France, je pense qu'il y a unanimité, mais quasi totale, sur le fait qu'on ne marchandise pas le corps ou une partie du corps. Et ça, c'est un point très très précis. Et je pense que ce n'est pas un point politique. C'est un point sur lequel on a une éthique en France qui est quasi unanime. Je reviens sur la formule enfant sans père, puisque c'est ça qui est prévu. L'acte de naissance, ça sera mère et mère. Pour l'Académie de médecine, ça pose un problème anthropologique. Anthropologique, ça veut dire qu'on est en train tout simplement de modifier complètement tout ce qu'on a connu jusqu'à présent dans les systèmes de filiation et j'allais dire presque dans la génétique. Oui, alors ça déjà, si on prend que les chiffres, on estime qu'il y aura à peu près 500 mamans célibataires par an et environ 2000 parents homosexuels, enfin 2000 enfants qui naissent dans une famille homoparentale. Il y a 800 000 naissances par an. Donc c'est pas le nombre qui pose problème, c'est le principe. Oui, mais quand même, d'un point de vue, ça ne va pas déstructurer la société. Puis je vous rappelle surtout que nos familles existent depuis des années et des années. Et je pense qu'on n'a absolument rien déstructuré. Donc ça, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anthropologues, parce qu'ils parlent d'anthropologie, mais beaucoup d'anthropologues, dont Françoise Héritier, qui fait quand même partie des grandes anthropologues, étaient tout à fait favorables à la PMA. C'est une question de fond, bien évidemment, et vous avez raison de dire ça. Mais d'abord, la société évolue depuis tout temps, et c'est normal qu'elle évolue. Mais sur ce sujet, on ne peut pas dire que lorsque vous naissez sans un père reconnu, en tout cas, vous allez vivre seul toute votre vie. Il y a bien un moment où un homme va apparaître, ou une femme va apparaître. Donc cet enfant ne va pas être sans père. Donc la formule, elle est plaisante, mais on n'est pas dans cette situation. Et puis, elle est provocatrice. Oui. Elle est plaisante, d'un point de vue médiatique, elle choque, bien sûr. Mais ce n'est pas la réalité. On est peut-être sans père, mais une femme ne vit pas seule toute sa vie. Je vais peut-être vous laisser y aller, mais à l'inverse, si vous exprimez pas mal, on est sans père dans ce texte-là. Oui. C'est né de mère 1 et de mère 2. Alors il n'y a pas les chiffres, c'est mère et mère. Mais on est sans père. Oui, et ça, c'est nouveau. Il y a une vraie différence aussi à faire entre la défaillance d'un père existant, en gros j'ai un père mais qui ne s'occupe pas de moi, ou alors soit il est mort, soit il s'occupe pas de moi. Et là il y a une souffrance, oui justement. Et à partir du moment où il n'existe pas, c'est que nos familles en fait ne se sentent pas amputées d'un père. Nos enfants sont nés dans une famille avec un différent format. La notion de figure paternelle, c'est pas important pour la construction de l'enfant, c'est ça la question qui est posée par la véritable question, c'est qu'aujourd'hui on parle de situations où les enfants sont séparés de leur père. Elles peuvent être multiples, ça peut être une séparation, un divorce, un décès, et c'est des situations qui sont toujours douloureuses pour ceux qui les vivent. La question de ce texte, c'est qu'aujourd'hui, la République va reconnaître un texte qui va permettre de fabriquer ces enfants en l'absence totale de père. C'est-à-dire qu'on va leur dire, vous n'avez pas de père, il est privé de père pour toute la vie. Parce que, pardonnez-moi, monsieur le député, mais on ne choisit pas d'être père, on ne choisit pas un père. On peut avoir des références paternelles, etc. Mais enfin, un père, on ne le choisit pas au cours de sa vie comme ça. Un père n'apparaît pas, si vous ne l'avez pas à la naissance, à part dans des cas extrêmement particuliers, c'est difficile. Donc, sur ce point, puisqu'on est sur l'intime conviction, sur ce point, c'est un vrai sujet. Enfin, moi, j'ai pas de conviction forte là-dessus. Je suis très très partagé. Et donc vous allez quand même voter pour ce texte, même si vous êtes très partagé. Dans un texte, vous votez le texte dans son ensemble. Vous pouvez être opposé à une disposition, vous battre contre un des articles. Alors est-ce que, par exemple, vous ne voudriez pas vous battre sur le fait qu'on remette le géniteur et la génitrice, le père et la mère, sur l'acte de naissance? Parce que je pense que c'est un vrai sujet. Pour être dans la franchise de mon raisonnement, au départ, j'étais très sceptique. Et puis, quand on regarde la réalité, on voit bien que ça existe. Soit vous êtes femme seule, vous allez en Espagne, vous allez en Belgique, et ce sont que les femmes qui ont les moyens de le faire qui le font. Soit vous achetez des paillettes sur Internet. Est-ce que c'est parce que certains Français enfreignent la loi qu'il faut adapter la loi? Mais ça existe réellement. Donc à un moment, et alors c'est pas parce que les situations existent qu'il faut absolument les régulariser. Ça existe. C'est pas que ça existe ailleurs. C'est que les Français. En l'occurrence, on a un exemple sur ce plateau. Oui. Alors vous savez, moi je me suis retrouvée. Moi j'ai toujours voulu très clairement me marier, avoir des enfants. Je voulais même 4. Voilà, la vie, on a décidé autrement. Je me suis retrouvée célibataire à 35 ans. Et là, j'ai dû prendre une décision. C'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que j'attends de faire les choses dans le bon ordre, dans l'ordre que j'avais toujours voulu, mais du coup, au risque de ne jamais être maman, ou est-ce que je commence par faire un enfant? Alors, franchement, cette question, est-ce que je peux me permettre de priver mon enfant d'un père, a été une question qui a été très profonde et qui m'a vraiment fait réfléchir pendant longtemps. J'ai réfléchi pendant environ 2 ans. Je suis même allée voir une psychologue pour m'assurer que ma démarche était bonne. Qu'est-ce qui vous a fait répondre à cette question?
question. C'est en voyant les études, en fait. C'est que, contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup d'études, des études longitudinales qui ont été faites sur 25 ans et qui disent que ce qui compte, c'est pas le format de la famille, en fait. C'est la qualité des interactions qu'on a avec l'enfant. Sauf que, pardonnez-moi, mais il y a eu une consultation nationale organisée par un organisme public qui s'appelle le Conseil consultatif national d'éthique, qui lui a reconnu dans son avis qu'il n'y avait aucune étude qui était fiable et que toutes les études qui avaient été diffusées jusqu'à présent étaient biaisées parce que souvent financées par des militants. Donc aujourd'hui, on n'a aucune étude d'impact et c'est ce qu'on peut, en tout cas, fiable et c'est ce qu'on peut regretter parce que c'est ce que dit exactement l'Académie nationale de médecine. Et qui sommes-nous ? Ils parlent d'un principe de précaution d'ailleurs du coup. Bien sûr, ils disent que faire des enfants en l'absence de père, privé délibérément de père, etc., n'est pas sans risque pour l'équilibre et le développement de l'enfant. Moi, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir une certaine assurance de soi pour aller à l'encontre de tous les experts de l'Académie nationale de médecine. Je tiens à dire que même les académiciens, certains sont contre cet avis et le disent que c'est plus proche d'un avis idéologique qu'un avis médical. Alors, il n'y a pas eu toute l'étude qu'il y a eu du CCNE. Vous citez le CCNE. Le CCNE a quand même donné un avis favorable. Oui, tout à fait. Mais après avoir reconnu qu'il n'y avait aucune étude fiable sur ce sujet. Non, c'est pas Dominique de Montvalon. Moi, je dirais que personne n'a le monopole des questionnements. Je vous entends, monsieur le député, et vous dites vous-même, vous allez approuver le texte. Et en chemin, dans l'examen attentif que vous avez fait des différents volets du projet qui va donc être soumis aux députés, vous vous êtes posé des questions, même peut-être, et je peux comprendre, des questions dont vous n'imaginiez pas pour vous-même l'importance au début. Après, d'une certaine manière, il faut trancher, il faut avancer. Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que dans ces débats-là, ayons le souci, je suis sûr qu'évidemment ici, et même ailleurs, je pense, c'est le cas, mais ayons le souci des enfants. Parce que y a des situations d'enfants, celles que vous avez portées, que vous incarnez, mais il y en a d'autres aussi, qui peuvent être extrêmement troublés, et même plus que ça, par la façon dont les débats, pourtant jusqu'ici, les débats publics, pourtant jusqu'ici, assez mesurés, je ne dirais pas sereins, mais passionnés et mesurés. Mais attention, ils peuvent être extrêmement troublés. Et c'est à ça, moi, d'abord, que je pense. C'est-à-dire, ils apprennent que c'est compliqué, qu'il y a plusieurs façons... Votre formule, qui d'ailleurs vous amènera avec vos amis à manifester dans la rue dans quelques jours, tout polariser sur l'enfant sans père. Bon, d'un certain point de vue... C'est le vrai sujet de ce débat. Oui, c'est plus compliqué que ça. Il y a quand même... Cette question, elle se pose aussi pour les enfants eux-mêmes issus de PMA. Elle se pose tellement pour les enfants issus de PMA que vous prévoyez dans votre texte qu'ils aient un accès à l'origine du donneur. C'est-à-dire qu'à 18 ans, l'enfant, dont on nous dit qu'il n'avait pas besoin de père et que finalement on s'en fiche, il va pouvoir avoir le droit de savoir qui est son père. Est-ce que ça ne pose pas un problème ? Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ? Il ne faut surtout pas confondre le père et le donneur. Ouais. Le père, c'est la personne qui s'occupe de l'enfant. Oui. Un donneur, c'est celui qui a donné ses gènes. Pourquoi donner le droit à l'enfant d'avoir accès à cette parentale biologique, puisqu'on la nie dans l'acte de civil. Non, on ne la nie pas. Et c'est là, il ne faut pas confondre la conception et la filiation et les origines. Oui, on est sur trois choses différentes. Sauf que là, les deux sont dans le même texte. On passe de l'article 1 à l'article 3 pour trouver celui dont je vous parle. Donc on est bien Mais parce que ça dans va un ensemble. lien. Et moi, la première, quand j'ai décidé de faire ma fille, en lisant, donc aussi, je me suis renseignée auprès des enfants issus de dons. Quand j'ai vu ce besoin qu'ils avaient de connaître leur donneur, je suis allée exprès au Danemark parce que j'ai choisi un donneur ouvert. Ça n'existe pas aujourd'hui dans tous les pays. Qu'est-ce que c'est un donneur ouvert, pardon ? Un donneur ouvert, c'est qu'il accepte d'être rencontré aux 18 ans de ma fille si elle veut le rencontrer. Ouais. C'est normal. Ils nous disent qu'ils ont besoin de connaître leurs origines. Et vous avez dû aller au Danemark parce qu'effectivement, en France, on ne peut pas avoir de donneur ouvert. C'est beaucoup plus compliqué. Donc cette loi... Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette loi, du coup, elle va déjà générer ne serait-ce que ce problème-là. C'est qu'on n'aura plus de donneurs. On va avoir une augmentation de la demande avec cette loi. Et donc on aura de moins en moins de donneurs qui ne voudront pas que... Autre type de donneur. Et donc, si vous me permettez de compléter, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, vous l'avez rappelé, monsieur le député, je pense que c'est important, le don est gratuit en France, puisqu'on ne peut pas faire commerce sur le corps humain. Et donc, il va y avoir évidemment cette pénurie de donneurs. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la France va être comme la Grande-Bretagne, comme la Belgique, va être obligée d'aller acheter des gamètes à l'étranger. Et donc, en fait, ce texte va simplement favoriser le commerce des gamètes. Un des éléments du texte, c'est écrit de débat, justement, sur le fait qu'on peut ou on ne peut pas acheter de gamètes à l'étranger. Donc comment ferez-vous pour répondre à la demande que vous allez vous-même créer ? Mais parce que, deux points. D'abord, sur le don est
anonyme, c'est-à-dire quand vous recevez... Mais sur le paiement du don, qui deviendrait une vente dans ce cas-là, comment vous le garantissez qu'on n'achètera jamais de gamètes? On ne choisit pas son donneur. Là, ce principe-là est on ne choisit pas, intangible. Non, c'est pas la question. On ne choisit pas, mais on pourra savoir qui c'est. Oui, parce qu'il y a la Convention européenne des droits de l'enfant qui dit que l'enfant, on a signé cette convention, a droit à connaître ses origines. Alors c'est jusqu'où on reconnaît les origines. Il y a deux types de données. Il y a des données qui ne sont pas qualifiantes, qu'on ne peut pas connaître, mais qui sont des données sur l'âge. Il vient plutôt de là, il avait tel âge, etc. Voilà, mais là, en l'occurrence, ce sont des données identifiantes. Là. Et là, il va pouvoir le retrouver. Le texte dit qu'on peut le retrouver. Vous étiez d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord sur le principe, mais je dis, et c'est la réflexion que je fais et les amendements que j'ai portés pour infléchir ce texte, qu'il y a des situations dans lesquelles on ne sait pas, 20, 25 ans, 30 ans plus tard, dans quelle situation le donneur va se retrouver, quelle va être sa vie pendant 30 ans. Et je dis que le donneur a un droit, au moment où il est sollicité, de revenir sur son engagement de départ en fonction de sa situation. Je trouve, je vous donne ma réaction, cette façon d'analyser les choses et de les faire progresser, ça vous honore, si je puis me permettre, mais c'est extrêmement troublant pour le citoyen. C'est-à-dire, moi, je me demande, madame, je me tourne vers vous, est-ce que vous avez déjà réfléchi sûrement, je dis ça très respectueusement, évidemment, au jour où votre fille... Elle a 3 ans. Oui, votre fille, dans 15 ans, dans 18 ans, avant, vous leur avez un peu préparé le terrain, mais il veut dire, maintenant, tu vas aller rencontrer ton donneur. Oui, ton donneur, oui. Qui est un peu, est-ce que je me trompe? C'est le géniteur, d'une certaine façon. Oui, alors nous, pourquoi mais c'est mieux de dire donneur que géniteur. C'est le mot, alors... Parce que vous ne voulez pas dire père biologique, mais certains disent père biologique. Non, ça, je ne dis pas père biologique, en effet, c'est un donneur. Et du coup, je parle d'un don généreux parce que c'est l'acte de cet homme. Mais pour revenir déjà à la question... La rencontre, le jour venu, va être quelque chose de... Plusieurs choses. Sur la pénurie, déjà, dans les pays comme la Suède, l'Australie et le Portugal, là, tout récemment, qui ont changé leur loi de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a eu une levée de l'anonymat. Il y a eu en général la première année une baisse du nombre de donneurs et ensuite ça a remonté et ça a même dépassé. Au Portugal, il n'y a même pas eu de moment parce que le débat, en fait... Sur cette rencontre, sur la question précise que vous posez, et alors, sur la rencontre, donc moi, ma fille, elle a 3 ans, elle est déjà tout à fait au courant qu'elle a un donneur, qui a fait un don généreux. Je ne lui ai pas encore dit que c'est un donneur... 3 ans, vous lui avez déjà expliqué tout ça? Bien sûr, depuis qu'elle est toute petite, elle sait que maman avait très envie d'un enfant, qu'elle était toute seule et que du coup, elle est allée dans un autre pays. Je n'ai pas encore trop expliqué qu'en France c'était interdit, mais dans un autre pays, voilà. Précipitez pas les choses, si je puis me permettre. Exactement, mais non, et que du coup, un homme généreux, un donneur généreux a donné une graine pour que je puisse avoir cet enfant. Donc elle le sait, elle va grandir avec ça. Moi, ce que j'ai prévu, c'est de prendre du coup au moins un traducteur. Et en fait, on travaille beaucoup avec des associations d'enfants donc issus de dons. Donc je pense qu'elle les rencontrera pour être accompagnée. Et par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur le député. Pour moi, les enfants de dons nous le disent, ils veulent savoir, même si c'est négatif, ils ont besoin de savoir. Donc il vaut mieux, même s'il s'avère c'est négatif, qu'est-ce que vous voulez dire? Si le donneur dans 18 ans, par exemple, est en prison, non, s'il est en prison ou quelque chose, eh ben ils veulent le savoir. Le pire pour eux, c'est de ne pas savoir. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Vous représentez la Manif pour tous. Certains avaient considéré que au moment du débat sur le mariage pour tous, pour lequel vous étiez contre, vous aviez été humilié. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. On s'en souvient, c'était pendant la campagne. On va regarder cette petite phrase. Une des erreurs fondamentales du quinquennat de François Hollande était d'avoir ignoré une partie du pays qui a de bonnes raisons de vivre dans le ressentiment. C'est ce qui s'est passé avec le mariage pour tous. On a humilié cette France-là. Il ne faut pas humilier, il faut parler, il faut partager des désaccords. Je voudrais vous montrer, Bruno Fuchs, un extrait des travaux en commission à laquelle vous appartenez. À ce moment-là, vous recevez la présidente de la Manif pour tous. Regardez ce que dit votre collègue de La République En Marche alors qu'il est en train d'essayer de l'entendre pour qu'elle dise ce qu'elle pense de cette loi. Notre institution, aujourd'hui, elle ne s'honore pas. Vous auditionnez. Avec votre attitude, vos propos et vos actions, vous véhiculez la haine crasse qu'est l'homophobie. C'est pas terrible comme entrée en matière. On entend la Manif pour tous, le président dit il ne faut pas les humilier et ça commence comme ça. C'est à l'image des débats qu'il y a eu, ça? Non, pas du tout. Mais vous faites un raccourci parce que vous ne passez pas la phrase d'avant à laquelle ce député, Guillaume Chiche, répond. Et il répondait à quelle phrase, monsieur le député? Parce que moi, j'y étais. Je peux vous dire qu'il n'y avait absolument aucune phrase, que c'était une question qui était libre. Donc, et effectivement, je pense que votre confrère, à ce moment-là, a eu un véritable dérapage qui, d'ailleurs, a été condamné. On est dans une société où, quand même, vous avez eu, on reparlait de 2013, vous avez eu 3 fois 1 million de citoyens
dans la rue, pas une vitrine cassée, pas une poubelle brûlée, hein, pas un crachat par terre, j'oserais même dire. Et c'est une France qui n'a pas été écoutée. On a fait des pétitions, 700 000 citoyens qui signent une pétition, et François Hollande a fait la sourde oreille à ces revendications. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes certes écoutés, puisqu'on est reçu, voilà, et les débats se passent d'ailleurs dans un climat, souvent, sauf quand M. Chiche est là, mais dans un climat plutôt apaisé. En revanche, ce n'est pas tout de faire semblant d'écouter, il faut aussi entendre les arguments, et là-dessus, je crains que le gouvernement refasse cette erreur d'humilier, parce que des Français humiliés, c'est des Français qui perdent foi en la démocratie, et qui, effectivement, vont aujourd'hui ne plus suivre certaines prises de position politiques. Sur ce point, Bruno Fuchs ? Non, je pense que dans une démocratie, il y a forcément des divergences d'opinion, et là, il y en a une très forte, et que dans la démocratie, si le débat est dépassionné, si le débat est construit, si le débat est respectueux, eh bien à la fin, on doit accepter qu'il y a une majorité qui s'exprime sur une opinion ou sur l'autre. Voilà. Mais donc s'il y a des dérapages de la part de certains de vos confrères, vous vous engagez à les condamner également ou pas ? Je ne suis pas là pour défendre un tel ou un tel. Il est plutôt calme et plutôt mesuré. En général, on a eu 70 heures de débat. Vous prenez une phrase... Il y a un risque de revenir avec la fracture du mariage pour tous ? La fracture, en tout cas, il y a des divisions, mais ce que je veux dire, c'est que la phrase très intéressante que vous avez remis en mémoire d'Emmanuel Macron, en fait, il s'adressait à une partie de l'actuelle majorité. Il s'adresse à l'ensemble du pays, mais il s'adresse à une partie. C'est-à-dire que lors des grands débats passionnés, c'est le moins qu'on puisse dire, du mariage pour tous, il y avait des ultras dans les rangs du mariage pour tous. Je ne dis pas qu'ils étaient majoritaires, mais ils étaient très présents et ils mettaient le feu à leur façon. Mais il y avait aussi en face, et c'est à eux que s'adressait aussi, et peut-être d'abord d'ailleurs, Emmanuel Macron, il y avait aussi en face certains qui se comportent d'une façon, qui se comportaient. Oui, mais là vous prenez, il y a eu 70 heures de débat entre les auditions et la commission, vous prenez, je pense, la phrase qui pose problème. Honnêtement, et tout le monde le reconnaît, il y a eu un niveau d'écoute, une qualité d'écoute, une reconnaissance des arguments des uns et des autres, et un climat extrêmement dépassionnel, oserais-je dire, et très respectueux. Donc cette phrase-là, oui, très bien, elle existe, mais je crois que c'est la seule phrase qui... Mais vous la condamnez quand même ou pas ? Je la condamne pas, mais je trouve que c'est pas habile, bien évidemment, et c'est le sens des relations qu'on a eues avec la Manif pour tous. À l'inverse, revenir sur ce que disait Monsieur de Montvalon tout à l'heure, et par rapport à ma fille, je suis contente qu'elle n'ait que 3 ans aujourd'hui, parce que vous parlez peut-être quand vous manifestez, il n'y a rien par terre, mais vous avez vu, ceux qui habitent à Paris, toutes les inscriptions sur nos trottoirs ? Enfants sans père, douleur infinie. Il y a des horreurs qui sont écrites sur les trottoirs par la Manif pour tous. Et je ne parle pas la de Manif pour tous n'écrit pas sur les trottoirs. Et je ne parle pas de toutes les affiches pour la Manif qui sont collées partout de façon totalement... qui vandalisent... Pardonnez-nous d'être nombreux et militants dans l'âme, parce que c'est aujourd'hui l'un des moyens d'expression qu'il nous reste, effectivement, de coller les affiches, de distribuer les tracts. Votre fille a 3 ans. À 3 ans, elle ne saura pas lire. Oui, j'entends bien. Il y a autres. beaucoup d'autres enfants un peu plus âgés, dans des situations personnelles que ce débat peut interpeller personnellement, peut troubler, et qui effectivement voient des slogans ou parfois des propos tenus qui sont extrêmement choquants. En tout cas, c'est un débat qui mérite d'être tenu à l'Assemblée comme sur les plateaux de télévision, en tout cas sur ceux d'LCI. Merci à vous d'y avoir participé. Bonjour.